Bienvenue chers auditeurs de Radio Corsica Internazionale et de Télépaese. Et nous sommes dans la matinale comme vous l'avez tous les jours, du lundi au vendredi, sur les deux stations, que vous pouvez suivre aussi en replay. Et c'est parti donc pour nos rubriques habituelles. Nous aurons bien sûr aujourd'hui nos invités comme d'habitude. Et on va débuter avec la météo ce matin, juste après notre jingle. Bonjour, salut à tutti. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica. Voilà, donc bienvenue pour ce mardi. On est ensemble pour un petit moment avec l'ensemble de nos rubriques, comme je vous disais il y a un petit moment. Aujourd'hui, en invité, nous aurons aussi les rencontres musicales méditerranéennes avec le président, M. De Zerbi. Et puis nous allons poursuivre de suite avec un bulletin météo. Bon, on a eu une journée assez venteuse hier. On va voir un tout petit peu si le temps s'arrange donc pour cette journée de mardi. Bonjour Auguste, bonjour à toutes et bonjour à tous. Le temps sera bien ensoleillé et le vent est tombé, le vent d'ouest. Le vent sera faible aujourd'hui du secteur est à sud-est. Quant aux températures maximales, elles sont très agréables pour la saison. Elles seront en hausse par rapport aux jours précédents. 17 à 23 degrés en moyenne, 13 degrés sur le relief. Merci Philippe. Allez, on se fait un petit point info aussi sur cette journée. Le vent d'ouest qui a balayé notre île, notamment la Haute-Corse, hier a fait plus fort que la tempête Benjamin samedi. Hier après-midi, 181 km/h ont ainsi été enregistrés dans le Cap Corse, près de 160 km/h en rafale sur la région bastiaise. Les pompiers sont intervenus près de l'Arinelle, où un feu s'était déclaré dans les quartiers sud, donc. Près de 1000 mètres carrés ont été parcourus par les flammes. Entre jeudi dernier et hier lundi, les sapeurs-pompiers du 6 de la Haute-Corse sont intervenus sur 38 départs de feu, 17 feux de forêt, 17 écobuages et 4 feux autres en voie publique. L'analyse des causes et circonstances des 17 feux de forêt révèle 2 écobuages, un feu provoqué par une ligne électrique et 14 actes de malveillance. Les forces de l'ordre ont de leur côté procédé à 16 verbalisations à la suite d'écobuages réalisés par des particuliers. La demande de suspension de l'exploitation de la carrière de Brande dans le Cap Corse était examinée hier par le tribunal administratif de Bastia. Dans ce dossier, l'association contre la carrière Pétré-Escrite réclame la suspension de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation de la carrière de Brande, exploitation qui a redémarré en septembre dernier. Pour l'association, les atteintes environnementales sont irrémédiables, l'exploitation ne revêt pas un intérêt public majeur et les retombées économiques sont faibles. Pour sa défense, la société d'exploitation de la carrière pointe la légitimité de l'association. La décision du tribunal administratif interviendra en fin de semaine. Dans un communiqué, les bâtonniers d'Ajaccio et de Bastia ont réagi aux propos de Corinne Front prononcés samedi dans le cadre d'un litige opposant une habitante continentale à une habitante corse. Corinne Front demandait aux avocats corses, je cite, de ne pas se rendre complices de telles agressions. Pour les représentants des avocats corses, ces propos du Parti nationaliste sont une atteinte au serment des avocats et aux principes fondamentaux de l'état de droit. Un récent rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes portant sur l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien souligne que l'attribution de logements qui a été divisée par 5 en 5 ans. Le rapport détaille qu'en 2024, l'Office public de l'habitat a attribué 44 logements contre 210 en 2019, soit 5 fois moins. Dans le même temps, le nombre de demandeurs de logement social ne cesse d'augmenter à un rythme annuel de 5 à 7%. La Chambre régionale formule 4 recommandations. Analyser l'occupation sociale du parc pour qualifier et objectiver les enjeux des politiques en matière d'attribution,
définir les processus internes qui assurent le respect des dispositions établies par les conventions de gestion en flux en ce qui concerne les objectifs à atteindre, les modalités de gestion et l'évaluation du dispositif. Elle recommande également d'établir des procédures internes en veillant à garantir la traçabilité et la transparence des opérations de présélection des candidatures pour l'attribution des logements sociaux. Enfin, elle demande à ce que soit assuré le pilotage et le suivi d'effectifs des objectifs réglementaires et conventionnels en matière d'attribution. Politique, à quelques mois des élections municipales, ça bouge du côté de Bastia, du côté de l'opposition, après la démarche Unidi envisagée et engagée par Julien Morganti, avec à ses côtés Jean-Sébastien de Casalte pour la gauche, Sylvain Fanti pour la droite, le PNC pour les nationalistes et le MCD. Une autre liste d'opposition vient de s'aligner. Elle comprend Michel Stéphanie pour le Parti communiste, Jean Tsukarelli pour le PRG et la droite de Jean-Martin Mondolodi. Football, journée de Ligue 2, la 12e pour le Sporting qui ce soir se déplace à Nancy. Et puis 3e match de Liga pour le GFCA qui se déplace ce soir à Saint-Nazaire. Alors, on vous retrouve dans un petit moment pour l'invité du jour, Philippe, merci. On va se faire un petit détour cette fois-ci du côté de Chantilly et de Vincennes pour les pronostics hippiques des courses du jour avec Rémi. Les pronostics hippiques de Rémi sur Radio Corse International. Bonjour à tous, ce mardi dans les bons coups du jour, nous serons sur l'hippodrome de Chantilly pour le quintet. Je vais y retenir le numéro 10, Gualda, qui ne devrait pas sortir des 3 premiers. Passons à la réunion de Vincennes, où dans la première, le 7, Jacques Aranda devrait l'emporter, tout comme dans la 8e, le numéro 9, Net Monnaie. Bon jeu à tous. Voilà, j'espère que vous avez bien noté l'ensemble des pronostics du jour pour aller les jouer dans vos PMU. Je vous rappelle que c'est interdit au moins de 18 ans. On se fait un petit horoscope. C'est bien aussi l'horoscope pour savoir comment va se dérouler votre journée. C'est Paxi qui vient nous rejoindre comme tous les jours. Et bonjour à tous, on se retrouve pour ce mardi, on va voir ce que l'on a à vous annoncer. Les béliers, si vous avez rencontré du retard, des blocages, quelque chose qui ne bougeait pas depuis un certain temps ou qui a été bloqué momentanément, vous allez pouvoir faire avancer les choses et ça c'est une très bonne nouvelle. Les taureaux, vous allez profiter de bons moments avec l'être aimé ou pour les célibataires, vous allez faire de très belles rencontres dans le domaine sentimental. Les gémeaux, il va y avoir des efforts à donner face à certaines épreuves de la vie. Ça peut être des incompréhensions, des discussions, des démarches en papier ou ce genre de choses dans ce même acabit. En tout cas, ne lésignez pas sur l'énergie, avancez et tout ira pour le mieux. Les cancers, il va y avoir des disputes et des mécontentements entre vous et quelqu'un. Ça pourrait gâcher votre bonne humeur habituelle. Les lions, vous avez de bons résultats, de bonnes nouvelles, de bonnes récompenses aussi, je peux dire. Vous pourriez même avoir de bons compliments de la part de certaines personnes et ça vous donne envie encore plus d'avancer, de passer à l'action et de faire ce qu'il faut pour avoir tout ce que vous désirez. Les vierges, vous évoluez, vous vous transformez et vous trouvez petit à petit votre paix et votre sérénité personnelle. Les balances, il va y avoir un choix à faire aujourd'hui. Écoutez votre intuition et votre cœur pour faire celui-ci. Les scorpions, vous savez déjà beaucoup de choses par rapport à ce que vous vivez. Vous avez déjà des réponses qui sont en vous, qui s'enfouissent au fond de vous. Peut-être que l'acceptation sera plus compliquée. Et aussi, ce qui peut vous perturber, ça sera le jugement des autres ou le point de vue d'autres personnes. Faites attention à la valeur que vous donnez au jugement des autres. Les sagittaires, si vous avez été mis face à des menteurs, à de la médisance ou à des manipulateurs, vous n'allez pas vous laisser faire, vous ferez les changements qui seront nécessaires. Les capricornes, vous allez vivre une belle histoire d'amour. En tout cas, vous pourriez être amené à vivre une très belle histoire d'amour, qu'elle soit déjà existante ou à venir. Les Verseaux, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous peiner
et ne pas aller dans le sens que vous avez désiré. Ça pourrait vous rendre triste. Essayez de voir qu'est-ce qui sera possible par la suite ou qu'est-ce que vous pouvez amener comme transformation à tout cela. Et enfin, les poissons, peut-être que certaines histoires du passé qui ne sont pas réglées, qui n'ont pas eu de point final, peuvent vous rendre morose aujourd'hui. On garde certaines rancunes à l'intérieur de soi, ça peut faire mal. Essayez d'évacuer, même si ce n'est pas directement avec la personne concernée. N'hésitez pas à écrire pour libérer votre esprit et surtout votre cœur. Voilà tout le monde, je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à bientôt. Bon, votre horoscope était bon, hein? Sinon, vous l'appelez, un numéro de téléphone à la fin, hein, vous lui passez un petit coup de fil et vous avez une petite séance privée, il n'y a pas de problème. Hein. Comme tous les mardis, il est là, il vient nous rejoindre, notre professeur de philo, Christophe Dicaro, pour sa séquence habituelle. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre une nouvelle fois cette chronique Philo Actu, comme nous l'avons rebaptisée, et diffusée sur RCI, Télépaèse et Stampa Paèse. Alors aujourd'hui, on va avoir une réflexion autour d'une question qui est ô combien brûlante, puisqu'il s'agit de la croix de Huáscar. Mais pas la croix de Huáscar en termes profanes, ou en termes, je dirais, de la doxa, de l'opinion commune, puisqu'on voit sur les réseaux un tas de choses, mais plutôt dans sa dimension qu'elle peut avoir de sacré, et dans sacré, sa dimension qu'elle peut avoir de culturel, et finalement d'enraciné. À quoi on touche quand on touche à la croix de Huáscar? Alors, dans l'idée, on va définir d'abord ce qu'on entend par sacré. Par exemple, dans les formes élémentaires de la vie religieuse, Durkheim va nous dire que le sacré, en fait, prend forme dans la division du monde entre ce qui est profane, c'est-à-dire ce qui est grand public, par exemple Facebook n'est pas sacré, et le sacré, ce qui va être délimité par un espace particulier. Une religion, un dieu peuvent être sacrés, mais aussi un objet peut être sacré. Alors, quand on parle de sacré, ce n'est pas forcément de fait religieux. Religieux au sens religion, en sens dogme du terme, mais plutôt en termes de religion ou de religieux dans son étymologie, religare, ce qui relie, etc. Ce qui va relier les hommes et les femmes dans un symbole commun. Par exemple, si on nous dit qu'il y a dans un musée, d'ailleurs on peut parler du musée du Louvre, qu'est-ce qui fait qu'au-delà de la valeur marchande des bijoux de Napoléon, qu'est-ce qui fait qu'au final, on est aussi fou, fanat d'histoire, etc. C'est parce qu'il y a cette idée, ce transfert intérieur vers l'objet de quelque chose qui a appartenu, de quelque chose de sacré à Napoléon, avec toute l'histoire, avec toute la force, ce qui justifie quelque part un petit peu le sentiment national. On adhère tous au même symbole. Autrement dit, les bijoux qui ont été dérobés, pour certains, c'est comme un torboyau. Un torboyau dans la mesure où on a extrait une partie d'eux-mêmes qui est toute l'histoire, etc., etc. Donc ici, pour ces bijoux, pas de dimension religieuse au sens dogmatique du terme, mais simplement une vision commune d'un objet qui a appartenu à quelqu'un. Donc ceux qui n'y croient pas, par exemple les voleurs, s'ils ont visé uniquement le côté marchand du bijou, ce sont des profanes. En revanche, ceux qui ne voient pas du tout la valeur marchande, mais uniquement la valeur symbolique, ceux-là, ils sont sacrés, ils sacralisent l'objet. Il en va de même pour une paire de cropons de Zlatan Ibrahimovic, il en va de même pour la chaise de la reine d'Angleterre, il pourrait en aller de même pour la cravate d'Emmanuel Macron. Ceci dit, pour la croix de Huáscar, il se passe un petit peu la même chose. On assiste à un rassemblement. Pourquoi ? La dame qui a dénoncé cette croix n'était pas dans cette vision symbolique. Elle n'est pas responsable ou fautive, dans la mesure où elle ne partage pas, probablement, la même vision que le groupe qui voit dans cette croix un symbole, qui n'est peut-être pas directement religieux, mais qui est aussi rassembleur, puisque dans les villages, la croix à l'entrée rappelle
ce côté sacré du village, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, toute cette histoire, cet atavisme que l'on véhicule d'enfants à petits-enfants, de petits-enfants à arrière-petits-enfants, et on arrive, on fait la fête au village, on sait qu'on rentre dans l'espace sacré, délimité, l'espace sacré du village, et l'espace profane qui est en dehors. S'attaquer à la croix n'est pas s'attaquer forcément peut-être pour la personne s'attaquer à la religion, au sens, on va dire, légal du terme, la séparation des églises et des États et de l'État, etc. Mais pour les habitants qui, rappelons-le, qui se réunissent et qui sont touchés, qui ne sont pas forcément tous religieux, qui ne sont pas forcément tous catholiques, qui ne sont pas forcément tous athées ou croyants, mais ils sont tous rassemblés autour du symbole. Pourquoi ? Comme pour cette histoire des bijoux de Napoléon, la croix de Coascara touche au viscéral, au passé, à la tradition, beaucoup plus qu'à l'aspect non laïque d'une croix à l'entrée d'un village. Donc dans cette idée, ce que va nous dire Mircea Eliade dans le profane et le sacré, eh bien, va nous dire que indirectement, que l'on soit profane ou que l'on soit sacré, que l'on soit croyant ou athée, eh bien on vit dans une sorte de société qui a toujours ses faits religieux, organisés par ses faits religieux, la fête de Noël, le Nouvel An, le Pâques, etc., même si effectivement on essaie plus ou moins d'attaquer sur les noms, etc. Mais quoi qu'il en soit, on a toujours en Corse, et ça le rappelle ici, puisqu'on est dans le viscéral, cet attachement au symbole qui est un symbole rassembleur. Donc c'est pour ça que dans cette idée de nation, eh bien nous sommes liés à quelque chose qui est indicible, qui est dans le viscéral. C'est un petit peu un roman national implicite, c'est un petit peu la tradition et la transmission orale qui est donnée, mais toucher à ce symbole, c'est toucher à quelque chose de profondément partagé par tous les habitants de cette terre, et du moins les habitants qui ont reçu cette transmission, puisque la tradition, par définition, c'est quelque chose qui se transmet, parfois sans mots, et pourtant on voit à quel point toute tendance politique confondue, eh bien, le symbole rassemble. Et toute tendance religieuse également confondue. Et c'est ça qui est extraordinaire. Ça a été la croix ici, ça aurait pu être le châtaignier, ça aurait pu être la vache, ça aurait pu être, etc. Toute chose qui est sacrée. Et lorsque quelqu'un peut-être n'a pas saisi cette histoire-là, eh bien sûr, on voit avec un autre regard. Le regard d'une personne qui n'a pas compris peut-être qu'en touchant ça, on touchait à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc les responsabilités sont diluées. En revanche, l'histoire de la croix de Coascara soulève quand même, ou souligne quelque chose de très important, c'est que le sentiment d'appartenance n'est pas mort sur l'île. Et ça, c'est quelque chose, dans un monde où tout part en déliquescence, c'est quelque chose d'extrêmement positif, à mon sens. Voilà, mesdames et messieurs, pour cette philochronique actu autour de la croix de Coascara. Je vous donne rendez-vous mardi prochain sur RCI, Télépaèse et Stampa Paèse à 9h. À bientôt. La chronique philosophique de Christophe Dicaro. Les rencontres musicales méditerranéennes qui vont débuter dans quelques jours. Invité du jour, donc le représentant donc, de cette manifestation, Monsieur De Zerbi, au micro de Philippe Jam et de Radio Corse International. Notre invité, Georges De Zerbi, président des rencontres musicales de Méditerranée, dont la 26e édition va se dérouler du 3 au 8 novembre prochain. Georges De Zerbi, bonjour. Bonjour. On rappelle un petit peu le principe de ces RMM, rencontres musicales de Méditerranée. Alors le principe, il se décompose en plusieurs sous-développements. Il y a d'abord le fait que nous irriguons toute la Corse musicalement, du haut du Cap, du sommet du Cap, du nord du Cap jusqu'à l'extrême sud, c'est-à-dire Bonifacio. Bastia, Ajaccio, évidemment, les grands centres. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que nous offrons de la musique de qualité issue dont les membres, les musiciens sont issus des conservatoires et des grands groupes orientaux. Troisièmement, c'est entièrement gratuit.
Et donc, ça permet à ceux qui n'ont pas accès facilement à la musique, aux musiques, parce que c'est pas la musique, ce sont les musiques, et ben, ce qui permet au plus grand nombre d'entrer en contact avec la musique. Alors, 26e édition avec 6 pays, un peu moins que d'habitude, budget oblige forcément. Eh oui, le budget commande, évidemment. Mais il y a quand même 6 pays et 7 groupes, puisque l'Italie en compte 2. Les 2 conservatoires, celui de Milan et celui de Lucca. Et donc, nous sommes très contents de les accueillir. Ils constituent en fait l'épine dorsale, avec peut-être aussi les Espagnols, les guitares de Sergi Vicente de Barcelone. C'est aussi une structure importante et sûre. Alors, Égypte, Espagne, Italie, Liban, Maroc, Tunisie, Liban qui sera l'invité d'honneur. Et oui, Liban, invité d'honneur, comme l'indique le beau cèdre qui est sur notre affiche. Le Liban, bon, vous savez que chaque année, ça tourne. Cette année, nous nous sommes rappelés la grande épreuve qu'ont traversé les Libanais et les Beyrouthins en particulier, avec l'explosion de leur port et donc le nombre de morts et le nombre toutes les difficultés qu'ils ont endurées. Et alors c'est très bien parce que, mais peut-être vous me poserez la question tout à l'heure du chant final. Oui, on en parlera tout à l'heure. On va parler du programme qui est très, très étoffé. 32 concerts, c'est énorme. C'est énorme. 32 concerts, effectivement, dont la plupart sont des concerts, enfin beaucoup sont des concerts scolaires. Il y en a 19. Voilà, 19. Il y en a dans les EHPAD et il y en a au Stone Musicale, donc à Gaza di Eling et à Gaza di Lanciani. Et puis, il y a 13 concerts grand public qui sont ouverts à tous et, rappelons-le, gratuitement. Et donc, c'est l'occasion de découvrir un petit peu ces musiques, c'est très diversifié. En fait. C'est très diversifié. Nous avons l'aspect classique des conservatoires occidentaux, Italie, Espagne. Et puis, nous avons tous les groupes orientaux qui vont du Maroc jusqu'au Liban. Donc, nous balayons une vaste frange de l'Afrique du Nord jusque là-bas en Orient, au Moyen-Orient. Et effectivement, ce sont divers chants, diverses cultures, diverses qualités de musique. Alors, vous parliez des concerts scolaires, donc ça va se faire dans les établissements. Les concerts publics, ils vont se dérouler à quel endroit? Alors, les concerts publics, certains se passeront à l'Albor ou à Bastia, puisque vous savez que malheureusement notre théâtre ne fonctionne plus. Mais il y a Ajaccio, Bonifacio, Biguglia, Borgo, Corti, Fulelli, Oletta, Lisola, Luciana, Lumio, Talone, San Martino di Loda et Cisco. Donc ça fait quand même une belle irrigation musicale. Exactement. Et une conférence aussi, c'est une belle conférence le vendredi 7. Une belle conférence de Francesco Erling, qui est un de nos vice-présidents, qui va parler d'Iwarsu, c'est-à-dire la façon dont les Corses chantent leur polyphonie, sous structure portante du chant traditionnel. Cette conférence aura lieu à la bibliothèque municipale et ce sera très intéressant et très important. Alors il y a tous ces concerts qui sont fort agréables. Oui. Et puis il y a un temps fort, c'est le concert de clôture qui rassemble tout le monde. Qui rassemble tout le monde. C'est la fête totale. Alors effectivement, il y a tous les pays qui donnent un aspect, un échantillon de ce qu'ils sont, de ce qu'ils font. Et puis après, en deuxième partie, tout le monde se regroupe. Donc il y aura cette fois-ci, il y aura 3 morceaux au lieu de 2. Le premier morceau, c'est un morceau tunisien, qui est relativement récent et qui sera dirigé par le chef de Sousse,
qui est professeur au conservatoire de Sousse en Tunisie. Premier morceau. Deuxième morceau, l'ouverture de la flûte enchantée de Mozart. Et troisième morceau, à l'Altromonde, dont nous avons un peu évoqué par avance la réalité, parce que c'est le chant qui a été mis à l'honneur en Corse, au Liban, au moment de cette explosion dont nous avons parlé tout à l'heure. Et donc nous, Liban, invité d'honneur, chanson en rapport avec le Liban, puisqu'ils l'ont eux-mêmes reprise, elle sera en Corse, et elle sera chantée par Doria Housset et Pedro Santo Gelfucci. Ce chant, c'est un peu l'hymne des musiques, des rencontres, en fait. Ben, en quelque sorte, le dernier morceau, le morceau corse, regroupe un peu toutes les idées, tous les aspects de notre soirée de gala, de notre semaine. Et effectivement, je crois que vous avez raison, on peut le considérer un peu comme l'hymne de nos rencontres musicales de Méditerranée. Alors, on a parlé un petit peu donc des pays, les 6 pays. On va parler un peu de la Corse, parce qu'il y a quand même 8 groupes corses qui vont participer en tout, je crois. Hein, c'est ça. Il y a plusieurs groupes. Il y a les mandolines de Corté, c'est important. Il y a Arrigocad. Donc, c'est un groupe de musique vocale. Il y a, pour la première fois, une école de danse orientale, mais de Bastia. Oui. Et non pas d'Orient, qui s'appelle Anna Ballarte. Il y a Tempus Fugit qu'on ne présente plus, effectivement. Et puis, il y a une charmante interprète qui s'appelle Roxane Terramors, qui va, elle aussi, chanter. Ensuite, pour la soirée de gala, nous avons le groupe ajaxien Quintina, qui sont 5 filles. Nous avons un groupe de chanteurs de l'université de Corté. Et puis, nous aurons donc Doria Housset et Pedro Santo Gelfucci dans le morceau final. Alors, je suppose que ça suscite une grosse organisation. Il y a quand même 6 pays qui viennent. Ça fait combien de personnes? Ça fait plus de 100 personnes. Oui. Donc, des voyages à mettre en place. Les voyages à mettre en place. L'hébergement, les cars, les assurances, les locations d'instruments, ça fait beaucoup de... Et alors, bon, j'en profite pour remercier ma femme qui est la secrétaire générale et qui toute l'année travaille pour mettre en place. Là, tous les dossiers sont prêts, tous les dossiers sont là. Hier, ils ont été distribués à la réunion, ils ont été distribués à tous les chefs de groupe avec tous les papiers, les renseignements, les documents nécessaires. Donc, c'est une grosse, effectivement, vous avez raison, c'est une grosse organisation. Et bien huilé quand même, ça tourne bien. Bien huilé. Bon, c'est ça, la 26e édition. Oui. Nous avons l'expérience, le fruit de l'expérience, n'est-ce pas? Alors, on parlait tout à l'heure du concert de clôture. Il ne faut pas oublier le maestro. Il ne faut pas oublier le maestro, vous avez raison, nous en parlions tout à l'heure en off. Alessandro Bombonati, à qui on a confié, il y a un mois ou deux, l'orchestre du conservatoire Giuseppe Verdi de Milan. Donc, c'est quand même... une pointure. C'est quand même une pointure, c'est une preuve de sa qualité, de sa valeur. Parce que c'est pas quelqu'un qui s'accroche, c'est pas quelqu'un qui fait du bruit, mais c'est quelqu'un qui est d'une grande efficacité et qui, en l'espace de quelques jours et de quelques heures, est capable de monter un orchestre, je ne dirais pas fait de briques et de broc, non, mais de plusieurs horizons. Mais de plusieurs horizons, avec des niveaux différents. Et donc, tout ça, c'est son travail, c'est sa valeur. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais on ne l'a peut-être pas vu, mais on la voit à l'écran. On va parler de l'affiche aussi, qui est très belle. L'affiche est très belle. Alors, avec son cèdre, évidemment, qui représente le Liban, que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on retrouve le Liban qui est présenté comme le pays qui a réussi par rapport à Israël, par rapport à tous les autres pays. Le Liban est monté au pinacle. On le voit dans toutes les prières et tous les psaumes de l'Ancien Testament. À tel point que même après, jusqu'à il y a quelques années, on appelait le Liban la Suisse de l'Orient. Ah oui.
Donc ça prouvait bien que c'était un pays qui était bien huilé, qui fonctionnait bien, qui marchait bien et qui était riche. Et là maintenant les malheureux, ils sont dans un état de délabrement avancé, soumis aux pressions, aux guerres qui sont autour. Oui. Voilà. Et cette affiche, donc, elle est réalisée par Dominique Tchekal, c'est ça? Cette affiche est réalisée par Dominique Tchekal. Alors, elle a le cèdre du Liban, et le joueur de oud, et puis tout ce peuple, voilà, en noir. Nous avons les peuples Ibo, Boulidi, Diomédi-Déragno, parce que ce qui est important pour nous, c'est pas le festival, c'est rencontre. Voilà. Le mot rencontre est très important de voir tous ces jeunes. Il est en tête. C'est la musique, la langue, finalement. Même s'ils se comprennent pas, peut-être vocalement, avec la musique, ils arrivent à... Ils se comprennent entre eux, et puis ils arrivent à passer cette entente à ceux qui les écoutent et ceux qui viennent les écouter. Alors ces rencontres, donc, ça va se passer du 3 au 8 novembre. On va peut-être parler quand même de l'ouverture qui va se dérouler donc le lundi 3 novembre, 19h, au Centre culturel d'Albor, avec une rencontre Corse-Espagne. C'est ça. Alors il y aura les mandolines de Corté, effectivement. Je crois qu'il y a 10 ou 12 mandolines. C'est un beau groupe. Les mandolines sont fascinantes. Moi, je me souviens, lorsque j'étais petit, j'entendais souvent les guitares et les mandolines qui jouaient dans les cantines. On se réunissait, enfin les gens se réunissaient. Moi j'étais petit, j'écoutais, je me contentais d'écouter. Il y avait ces mandolines et ces guitares, c'était fabuleux. Donc 10 ou 12 mandolines, puis après les 12 guitares de Sergi Vicente et de Barcelone. Je crois que nous sommes dans une soirée à cordes, voilà, mais ce sera très très bien. Vous nous avez mis l'eau à la bouche, Georges de Zerbi, donc pour ces rencontres musicales de Méditerranée qui vont se dérouler pour cette 26e édition du 3 au 8 novembre prochain. Et nous aurons certainement l'occasion d'aller faire un petit tour pour voir ces différentes formations. Merci Georges. Merci à vous. Alors, on l'a redemandé. Il y a des personnes qui n'ont pas pu le revoir en replay. C'est Marie-Pierre, notre hôtesse de l'air, vous savez, qui part un peu de partout, actuellement du côté des États-Unis. Et on va s'en aller cette fois-ci du côté de Seattle. Petite rediffusion donc de sa séquence pour faire le plaisir des personnes qui l'ont redemandé. Et on se retrouve juste après. Bonjour et bienvenue pour notre chronique en roue libre. On continue notre périple sur les villes américaines. Aujourd'hui, l'épisode 3, Seattle et ses 50 nuances de grunge. Seattle, surnommée la ville émeraude et n'ont aucun rapport avec le magicien d'Oz, doit ce nom à sa végétation omniprésente. Et normal, on est dans l'état de Washington, lui-même appelé Evergreen State, autrement dit ici, tout est vert, tout le temps. On dit merci à la pluie, la principale habitante de cette région. La ville porte le nom du chef amérindien Seattle, qui rêvait de paix entre colons et autochtones. La ruée de l'or l'a fait grandir, Boeing y a fait décoller ses premiers avions, et aujourd'hui c'est le fief de Bill Gates et d'Amazon. Autant dire que Seattle a toujours eu un pied dans le passé et l'autre dans le futur. Et rien ne symbolise mieux ceci que la fameuse Space Needle, cette aiguille futuriste plantée vers le ciel depuis l'exposition universelle de 1962. Juste à côté, vous trouverez le musée de la pop culture ainsi que les jardins de verre de Dave Chihuly, un artiste qui a transformé le verre en poésie colorée. Tout est regroupé au même endroit d'ailleurs, pratique pour une journée de visite. Et juste à côté de là, à 2 pas, se trouve Kerry Park où vous pourrez trouver la carte postale, la skyline de Seattle, avec par temps clair le Mont Rainier qui s'invite environ 1 fois par an. Et je me permets un petit conseil, si vous cherchez un logement, privilégiez plutôt ce secteur au centre-ville, bien que toujours très touristique. Il peut s'avérer de temps en temps moins accueillant, surtout le soir. Malheureusement, la ville, comme beaucoup d'autres aux États-Unis, est marquée par la crise des sans-abri et les nouvelles drogues de synthèse qui frappent fort. Et puisqu'on parle d'addiction, mais cette fois plus douce, c'est ici, avant d'inonder le monde, que le tout premier Starbucks a vu le jour. Il est d'ailleurs toujours ouvert, avec son logo d'époque et ses très longues files d'attente. Si vous voulez vous y prendre un café, vous pouvez, mais il ne faudra pas être trop pressé.
Côté architecture, après le site de l'exposition universelle et sa Space Needle, ne manquez pas la bibliothèque centrale de Seattle, un immense vaisseau de verre et d'acier, avec son intérieur futuriste et chaleureux à la fois. C'est un endroit où on peut se perdre entre les rayonnages, même si on n'a pas l'intention d'y ouvrir un livre. Autre curiosité, également dans le centre-ville, vous trouverez les sphères, des immenses bulles de verre créées par Amazon, renfermant plus de 40 000 plantes exotiques. Un vrai jardin tropical au milieu des gratte-ciel réservé aux employés. Sachez tout de même qu'il existe quelques visites guidées, mais il faudra s'inscrire bien à l'avance. Bon, pour le reste, on ne peut évidemment pas manquer le Pike Place Market avec son enseigne lumineuse au néon et ses poissons volants lancés au-dessus de vos têtes. Et juste à côté, le Gum Wall, une ruelle entière recouverte de chewing-gum usagé. C'est pas vraiment la fraîcheur de vivre, dégoûtant, oui, ultra photogénique aussi. Côté pop culture, la ville a inspiré tout et son contraire. Les romances d'abord, avec le célèbre Nuit blanche à Seattle avec Tom Hanks et Meg Ryan, la série Grey's Anatomy qui a été complètement tournée à Los Angeles, mais vous pourrez quand même admirer la maison de Meredith Grey dans le quartier de Queen Anne. Et on peut également citer la saga Twilight avec ses vampires à paillettes, ainsi que le sulfureux 50 nuances de Grey. Mais le Seattle que j'aime et qui m'inspire, c'est celui qui prend aux tripes. L'excellente The Killing, un remake d'une série scandinave, où la pluie et la brume deviennent des personnages à part entière aux côtés des flics cabossés, des familles brisées et d'un suspense à vous clouer au canapé du premier au dernier épisode. Et maintenant, le plus important, The Last of Us 2 y place une grande partie de son intrigue. Dans ce jeu vidéo culte, récemment transposé en série, on traverse un Seattle post-apocalyptique envahi par la végétation et les infectés. Et pour la petite info sympathique, le champignon du jeu, le cordyceps, existe vraiment et transforme les fourmis en marionnettes vivantes. C'est charmant, hein ? Et enfin, comment ne pas mentionner Twin Peaks, culte et étrange. Les forêts profondes, une petite ville où rien n'est si tranquille et où le café est si bon qu'il vaut le détour. Bien que la ville soit fictive, tout a été tourné dans l'état de Washington, la cascade du générique se trouve à Snoqualmie et le diner existe bel et bien sous le vrai nom de Tweets Café à North Bend, le tout à une petite demi-heure de route de Seattle. Une ambiance unique entre mystère, poésie et inquiétante étrangeté du grand David Lynch sublimé par l'envoûtante BO d'Angelo Badalamenti. Puisqu'on parle musique, Seattle a vu naître Jimi Hendrix, enfant du quartier de Central District, qui a commencé ici avant de révolutionner le rock. Vous pourrez voir sa fameuse guitare Homo Pop Museum dont on parlera un peu plus tard. Dans les années 90, c'est le grunge qui explose avec des groupes comme Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden ou encore Alice in Chains. C'est dans la petite ville voisine d'Aberdeen que naît Kurt Cobain avant de devenir l'icône d'une génération, même si pour certains puristes, et ça c'est totalement subjectif, c'est Dave Grohl, la vraie star, qui après la mort de son ami fonda le groupe les Foo Fighters. Pour revivre toute cette histoire musicale et bien plus encore, le musée de la pop culture Homopop, dont je vous parlais tout à l'heure, est incontournable. Il y a d'ailleurs souvent beaucoup d'expositions temporaires, alors renseignez-vous avant d'y aller, ça vaut vraiment le détour. Pour conclure, Seattle, c'est la pluie, le café, le grunge, un peu de pluie, et cette énergie brute qui donne envie de tout réinventer. Une ville où chaque rue a son refrain, chaque quartier son solo, à vous d'y trouver le vôtre. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle ville, une nouvelle découverte, avec promis un peu moins de pluie. Je vous souhaite une très bonne journée. Voilà, elle est repartie, elle a repris son avion et on va la retrouver bientôt avec une autre ville des États-Unis. On refait un point sur l'actualité du jour avec Philippe Jam.
La demande de suspension de l'exploitation de la carrière de Brando dans le Cap Corse était examinée hier par le tribunal administratif de Bastia. La décision sera rendue en fin de semaine. Un récent rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes portant sur l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du pays ajaccien souligne que l'attribution de logements a été divisée par 5 en 5 ans. À quelques mois des élections municipales, une autre liste d'opposition pointe son nez à Bastia. Elle comprend Michel Stéphanie pour le Parti communiste, Jean Zuccarelli pour le PRG et la droite de Jean-Martin Mondologne. Sport, 12e journée de Ligue 2 pour le Sporting qui se déplace ce soir à Nancy. 3e journée de volley de Liga pour le GFCA qui joue à Saint-Nazaire. Côté météo, du soleil et des températures en hausse en ce mardi. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, un petit moment, donc comme tous les matins, en rediffusion à midi sur les 2 stations, je vous rappelle. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Radio Corse International. Je vous rappelle qu'on est sur une web radio, donc actuellement. Et tout simplement, vous pouvez taper rci.websiteradio.co. Mais là, vous avez tout, hein, les replays, les vidéos, les podcasts, la radio en direct. Donc n'hésitez pas à y faire un petit détour et nous écouter tout au long de la journée. Vous avez de l'information, du sport, des rubriques et bien sûr, ciao musica. Voilà. Ci ritroviamo domani. Allez, on se retrouve demain. Tenez volte, soyez prudents sur les routes. Et on se retrouve demain, mercredi, le jour des enfants. Bonjour, saluto a tutti. All'ascolto di Radio Corsica Internazionale, prima Radio Corsica.